Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire et à la première édition du sommet virtuel du climat. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le premier sommet virtuel du climat. Comme vous avez pu le constater, c'est un événement qui est 100% en ligne et composé de 31 webconférences, plus un salon virtuel avec des stands virtuels le dernier jour. C'est un événement qui est initié et qui est coordonné par l'APCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, qui est coporté par l'ADEME, l'ABC, l'Association Bilan Carbone, la Fédération Sinov, qui est le syndicat des entreprises des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du numérique, et par le CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il a pour objectif de diffuser gratuitement et le plus largement possible les expertises et les retours d'expériences repliables et concrètes. Et quel que soit votre niveau d'engagement et d'avancement, l'idée est que chacun puisse trouver dans cet événement des clés, des réponses, des leviers d'action et ou des solutions pour avancer encore plus sur la trajectoire de la neutralité carbone et de l'adaptation au nouveau monde qui va se présenter à nous. Alors, de manière concrète, donc il y a un certain nombre de partenaires qui sont associés à la démarche des sponsors, des partenaires, et donc nous remercions pour leur collaboration et leur aide. Quelques détails techniques également sur la façon dont on va gérer cette communication. Donc le webinaire est enregistré, il est disponible en replay il sera disponible en replay sur le site du sommet virtuel du climat, et vous pouvez télécharger, si vous le souhaitez dès maintenant, le support de présentation. Sinon, vous pourrez le télécharger plus tard. Sinon, vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la conférence dans le module de chat, et donc on répondra à toutes, ou en tout cas à une grande partie d'entre elles, dans la dernière partie du webinaire. Donc je commence la présentation. Moi, je m'appelle Patrick Suche, je suis consultant au sein du cabinet Indigo, et on va vous faire une présentation à 3 ou 4 voix sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui traite de la mobilité en zone rurale, comment diminuer l'usage de la voiture, retour sur un programme sur lequel on travaille depuis une petite dizaine d'années, un programme de promotion du covoiturage dans l'arc jurassien. Donc, à mes côtés, il y a mon collègue Nicolas Merca, qui interviendra également et qui travaille sur ce projet pratiquement depuis son lancement. Il y a aussi Édouard Pro, qui est le directeur adjoint du parc naturel régional du Jura, qui représente la maîtrise d'ouvrage et qui est à l'origine, avec son homologue arcjurassien.ch, de ce programme. On espère aussi que Maria Mathieu, qui représente l'une des entreprises adhérentes au dispositif, pourra nous rejoindre, mais c'est pas certain parce qu'elle a eu un petit souci personnel. Donc, si jamais elle n'est pas là, on présentera les diapos qui la concernent à sa place. Donc, on rentre dans la présentation du dispositif et je passe la parole à Édouard Pro, qui va vous expliquer dans un premier temps dans quel contexte ce programme a été initié. Édouard, c'est à toi. Pro, je suis réfléchir
de différents territoires interviennent, de frontalières de la région Bourgogne-Franche-Comté, la partie suisse et le Haut-Jura pour la partie française. Ce qui fait un périmètre relativement large, puisqu'entre le nord et le sud, il y a à peu près 200 km qui nous séparent sur cette bande frontalière. On est également sur un secteur de moyenne montagne, donc avec des problématiques de mobilité qui se posent liées à la spécificité de la moyenne montagne, notamment par rapport à la topographie, notamment par rapport également à la période hivernale, où il est un peu plus difficile de circuler, mais également par rapport à la réalité des transports sur ce secteur, et notamment l'absence d'offres de transport en commun sur une large partie du secteur qui nous concerne. Ah. Alors, par rapport à la problématique, on est sur un territoire où les relations s'organisent de façon importante entre la France et la Suisse. Pour faire de façon schématique, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont situées côté suisse et qui connaissent de forts développements et qui appellent une main-d'œuvre frontalière. Donc, cette main-d'œuvre frontalière réside côté France et également de son domicile sur son lieu de travail. Compte tenu d'un contexte économique plutôt dynamique côté suisse, eh bien, cette main-d'œuvre frontalière est de plus en plus importante. Et puis, la zone d'emploi est de plus en plus française. Et on note depuis plus d'une dizaine d'années une augmentation significative du nombre de frontaliers, mais également du nombre, chacun d'entre eux, eh bien, cette circulation individuelle. Il y a un certain nombre d'autorains de pouvoir permettre le cheminement de tous ces frontaliers. Donc c'est une première conséquence en termes d'augmentation du trafic. Une deuxième conséquence concerne également un certain nombre de nuisances qui sont posées en termes de cadre de vie, mais pas uniquement. La pollution, du bruit, et également en termes de rejet CO2 sur l'environnement.
Côté France, c'est essentiellement des problèmes de congestion. Et côté Suisse, on a une préoccupation qui est liée à une saturation des différents parkings au niveau des entreprises du fait des flux automobiles, sans qu'il soit envisageable, que ce soit financièrement ou foncièrement, de les étendre. Voilà donc pour le contexte sur ce territoire. Alors par rapport à ce contexte, il y a une inquiétude en fait des différents territoires, des différentes autorités, qu'elles soient françaises et suisses, pour essayer d'apporter une alternative à cette fréquentation individuelle de l'automobile. Et donc, la solution qui a été retenue suit un certain nombre d'études préalables qui avaient été engagées, qui ont permis notamment d'évaluer la circulation, d'évaluer les origines et les destinations. Donc la solution qui a été retenue, c'était de s'orienter vers une action en faveur de la promotion du covoiturage. L'idée, c'était de dire, puisqu'il y a beaucoup de voitures, puisqu'il n'y a pas d'offre de transport, mettons à profit cette circulation pour essayer d'optimiser l'utilisation des voitures et passer de voitures individuelles à des voitures qui pourraient permettre le transport de 2, 3, voire plus de personnes. Donc à partir de cette volonté commune qui a été proposée sur les territoires, on a monté en relation avec les territoires français et les partenaires suisses un dossier Interreg, donc qui est un fonds européen qui permet de financer les projets de coopération de part et d'autre de la frontière. Donc on a monté un projet Interreg en 2011 de façon à pouvoir aller rechercher un certain nombre de ressources et mobiliser les moyens pour promouvoir ce dispositif de promotion de covoiturage sur l'arc jurassien. Donc on a engagé ce travail en 2011. Depuis, on a eu plusieurs générations de mise en œuvre du programme qui correspond également à différentes étapes et différentes périodes du programme. Donc la première période a concerné les années 2011-2013, où on a engagé et on a lancé cette opération en faveur du covoiturage. Suite à une évaluation qui a été réalisée à l'issue de ce programme, on a eu une première consolidation des résultats entre 2014 et 2015. On reviendra sur ces résultats dans la suite de la présentation, ce qui nous a permis de déployer sur 2015-2019 plus largement le dispositif, notamment par un élargissement à de nouveaux territoires. Et aujourd'hui, on est dans une phase qui n'est plus financée par Interreg, mais qui devrait nous emmener jusqu'en 2021-2022 et qui est une phase de pérennisation de façon à pouvoir inscrire de manière durable le covoiturage dans le champ des réponses en faveur de la mobilité sur le massif. Donc au final, aujourd'hui, ce sont 16 partenaires territoriaux qui sont concernés par ce programme de part et d'autre de la frontière. Ça concerne 580 000 habitants sur l'ensemble des deux territoires, français et suisse, et ça concerne 274 000 emplois sur cette bande frontalière, sachant que notre programme ciblait dans un premier temps et préférentiellement les emplois frontaliers, ce qui est à peu près 40 000 emplois concernés par le sujet et la promotion du covoiturage. Voilà, donc là vous avez une carte de situation qui permet de présenter les différents partenaires français et suisses qui sont mobilisés par ce programme. Donc pour la partie France au sud, vous avez le parc naturel régional du Haut-Jura, donc c'est la partie jurassienne du territoire, et les territoires que vous avez plus au nord, pays du Haut-Doubs, pays horloger, porte du Haut-Doubs, et la partie plus au nord, territoire de Belfort, constitue en fait la chaîne des territoires français mobilisés sur ce programme dont on couvre l'ensemble de la bande frontalière franc-comtoise. Et côté suisse, on a en vis-à-vis un certain nombre de partenaires
qui peuvent être de nature différente. On retrouve des cantons, comme sur le nord, le canton du Jura, en vis-à-vis du territoire de Belfort. Mais on retrouve également des associations de développement économique qui sont en fait des outils de promotion et développement côté suisse. Donc, ils sont organisés sous forme de micro-régions et donc qui sont les relais côté suisse. Alors, ce programme a été porté par l'ensemble de ses partenaires. Il est coordonné pour la partie française par le Parc naturel du Haut-Jura et pour la partie suisse par arcjurassien.ch, qui est un organisme qui regroupe les différents cantons et coordonne les politiques frontalières côté suisse. Donc Interreg nous a permis de mutualiser les moyens à l'échelle de ce grand périmètre. Et Interreg nous aura permis également de mobiliser des ressources pour mettre en œuvre les différentes solutions de covoiturage. On le verra à travers la suite de l'exposé, notamment en recourant à un certain nombre de prestataires extérieurs, puisqu'on n'avait pas forcément en interne toutes les compétences et que le périmètre était large. Et donc, pour la mise en œuvre de cette action, on a eu recours à deux principaux prestataires. Donc, Indigo, qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage et donc qui nous apporte une expertise technique pour la mise en œuvre de ce programme, qui assure également la coordination technique et qui assure l'évaluation du programme. On le verra, c'est un point important de notre démarche. Et Mobilidé, qui est un prestataire suisse, qui intervient plus directement au niveau des entreprises, de manière à favoriser l'animation dans ces entreprises autour de la thématique du covoiturage. Et donc, l'ensemble de ce programme est conduit en relation avec ses partenaires et fait l'objet d'un suivi dans le cadre d'un comité de pilotage qui associe les différentes parties et qui nous permet également d'avoir une lecture d'ensemble sur la mise en œuvre du programme depuis à présent plus de 8 ans. Voilà pour le contexte local. Et ce que je vous propose, c'est de passer la main à Patrick ou à Nicolas, qui vous présenteront quelques mots sur la pratique du covoiturage en France pour permettre de situer globalement comment évolue cette pratique à l'échelle nationale avant Merci Edouard. de rentrer je suis dans Nicolas Merca. La présentation je suis expert sur les questions de mobilité au sein d'Indigo et collègue de Patrick. Alors, j'ai suivi le projet depuis le début et je vais vous donner quelques éléments de compréhension de ce que c'est que le covoiturage en France. Alors, peut-être déjà sur la mobilité des Français. On a un peu plus de 818 milliards de kilomètres voyageurs réalisés tous les ans en France et on distingue en fait 3 types de distances. Ce qu'on appelle la courte distance de moins de 20 kilomètres qui représente 30%, un peu plus de 30% de la totalité des kilomètres parcourus en France. Ensuite, la moyenne distance, 20-80 km. Et la moyenne distance, c'est vraiment la cible principale du covoiturage. Et enfin, la longue distance, qui sont les déplacements de plus de 80 km. Alors, sur la courte et moyenne distance, qui sont globalement les déplacements quotidiens, on a 84% des déplacements qui sont faits en voiture individuelle. Les transports en commun représentent une petite partie, notamment le train, et les transports en commun urbains. Si on regarde la mobilité longue distance, c'est globalement 80% des kilomètres qui sont faits soit en voiture, soit en avion. Et globalement en avion, même si c'est relativement peu de déplacements en nombre, c'est un nombre de kilomètres qui est lui considérable, puisqu'il représente à peu près le même kilométrage que l'ensemble des voitures individuelles sur les déplacements longue distance. Alors, je continue. Si on regarde maintenant non plus l'ensemble des déplacements, mais les déplacements effectués en voiture, donc en voiture individuelle, sur la voiture individuelle, 3/4 des déplacements sont de la courte et moyenne distance. Et en fait, c'est globalement, pour schématiser, 1/4 de déplacements courte distance de moins de 20 km, ensuite 1/4 de déplacements très longue distance de plus de 80 km et quasiment une moitié de déplacements moyenne distance entre 20 et 80 km. Et c'est donc ces déplacements qui sont les déplacements cibles du covoiturage. Alors, je passe sur la diapo suivante. Cette diapositive, en fait, illustre le taux d'occupation des véhicules selon les motifs
en couleur et selon les tranches de distance. Alors en fait, on s'aperçoit de deux choses. D'une part que le taux d'occupation des véhicules varie énormément d'un motif à un autre. Par exemple, le motif loisir en marron est un motif pour lequel le taux d'occupation des véhicules est assez important. Enfin, quand je dis important, c'est entre 1,5 et 2,5 personnes par voiture, ce qui reste quand même faible par rapport à la capacité d'une voiture qui est généralement de 5 personnes. Et puis quand on regarde tout en bas les déplacements domicile-travail, qui sont notre cible principale dans le cadre du programme, eh bien le taux d'occupation est de l'ordre de 1,04, c'est-à-dire un taux de covoiturage très faible, surtout qu'on va voir donc, dans les diapos suivantes que ce covoiturage est en grande partie un covoiturage intrafamilial, c'est-à-dire entre membres d'une même famille. Donc globalement, il faut retenir que globalement, sur l'ensemble des déplacements, le taux d'occupation augmente avec la distance, sauf pour les déplacements domicile-travail. Alors, quels sont les principaux freins au covoiturage? Encore une fois, le covoiturage, il faut bien voir qu'en France, c'est de l'ordre de 4% des déplacements. Ça veut dire que sur 100 personnes qui vont en voiture au travail le matin, 4 seulement sont des covoitureurs, ce qui est vraiment très faible. Et encore sur ces 4, on a une partie qui est du covoiturage intrafamilial. Alors, les principaux freins qui sont avancés, c'est d'abord les contraintes d'horaire et d'organisation. C'est vrai que cette contrainte horaire et d'organisation, elle est forte pour notamment les personnes les ménages qui ont des enfants, même si la plupart des déplacements restent des déplacements dont l'origine ou la destination sont liés au foyer. Ensuite, la difficulté de trouver un covoitureur, mais on verra que ce n'est pas forcément le problème numéro 1. Ensuite, l'incertitude sur le trajet de retour. C'est-à-dire que les gens sont prêts à prendre, ils sont prêts à partager leur voiture de manière générale, mais pas toujours prêts à se mettre en situation de risque ou d'incertitude au cas où j'ai un enfant malade, ou au cas où je dois faire des courses ou que j'ai une activité de loisir après le travail. Et puis, il y a un certain nombre de freins culturels, mais qui touchent finalement qu'une minorité de covoitureurs. En gros, quand on arrive dans une entreprise, on a un tiers des gens qui sont plutôt déjà des écomobiles, un tiers qui sont des réticents, et pour lesquels il y a des freins culturels qui sont importants, et puis on a un tiers de gens qui sont prêts à changer. C'est ce qu'on va retrouver également dans les entreprises de l'arc jurassien. Donc ces freins culturels, c'est surtout des freins au partage de la voiture. Mais ce frein-là, on s'est aperçu au fil des 8 ans du projet qu'il était vraiment un frein qui diminuait. Alors, dans les motivations, première motivation, c'est l'argument financier. On le verra tout à l'heure, les covoitureurs parcourent des distances élevées et l'argument financier, il est réel, même pour des frontaliers qui ont des revenus qui sont largement au-dessus des moyennes françaises. Donc ça, c'est un élément important. Un deuxième point, c'est quand même la recherche de lien social. Il est important. Il est important parce que les gens aiment bien souvent se rencontrer. C'est l'occasion de faire connaissance avec des voisins ou avec des collègues. Troisième argument, c'est la question de la fatigue et du confort. Et ça touche beaucoup les personnels qui sont des personnels postés et qui commencent très tôt le matin ou qui terminent tard le soir et pour lesquels la fatigue est un point clé et notamment les questions de météo. Et ça, on l'a bien ressenti dans l'arc jurassien, où la période la plus favorable pour parler de covoiturage, c'est en ce moment, c'est l'arrivée de l'hiver où il commence à faire froid, où la neige vient et où les gens se sentent rassurés d'être en covoiturage. Après, il y a aussi une forme de gain de temps par rapport au transport public où le covoiturage est généralement plus rapide que les transports en commun. Et le cinquième point, qui est sans doute le plus important, et c'est celui qui a sans doute le plus joué dans l'ensemble des résultats de l'arc jurassien, c'est les places de stationnement. Selon que vous avez des places de stationnement gratuites à l'arrivée ou non, ça vous détermine très largement la part modale de la voiture et notamment de l'autosolisme. Et là où le covoiturage a le mieux marché, on le verra, c'est dans les entreprises qui avaient les plus grosses contraintes de stationnement et qui ont été obligés de prendre des mesures pour offrir les places de covoiturage les plus proches, offrir les places de stationnement les plus proches à ceux qui sont effectivement des covoitureurs. Après, si on veut prendre les gens en rupture d'habitude, et on arrive à changer les habitudes quand les gens sont en situation de rupture, il y a des circonstances exceptionnelles,
comme des grèves par exemple, qui peuvent être très favorables au développement du covoiturage. Notamment, on va le voir sans doute en début décembre, les grèves de train risquent de provoquer une forte augmentation du covoiturage. Et puis dernier point, mais qui est vraiment le dernier, c'est les convictions environnementales. Alors les convictions environnementales, on les met comme des points comme des points de motivation. Les gens le citent dans les enquêtes, mais c'est très rarement le point numéro un de motivation au covoiturage. Les 2 points les plus forts étant vraiment l'argument financier et puis derrière la contrainte du stationnement. Alors ensuite sur les actions qui sont couramment déployées, pardon, je vais revenir en arrière. Les actions qui sont couramment déployées pour développer le covoiturage. Alors, de manière générale, en France, on ne va pas parler de l'arc jurassien, c'est des outils techniques, technologiques avec le web, plus ou moins élaborés, de mise en relation. C'est souvent ce qui est fait en premier quand on parle covoiturage. Ensuite, les collectivités, notamment les départements, mettent en place des réseaux plus ou moins denses d'aires de covoiturage. Et enfin, la question de l'animation et de la communication est pas ou très peu réalisée, et il y a très peu de cas où vraiment on met l'accent sur les questions d'animation et de communication au sein de l'entreprise. Et on verra que c'est un élément absolument clé dans la réussite de programme. Il n'y a généralement pas ou peu d'avantages marquants accordés aux covoitureurs, alors qu'on peut en proposer. On peut proposer un plein de temps en temps, on peut proposer la possibilité d'utiliser le véhicule, un retour en cas de problème, et on verra que ça, c'est vraiment un avantage qui est vraiment attendu. Alors, les impacts sur les programmes de covoiturage en France, ils sont très peu évalués. On a très peu d'évaluations qui ont réellement été réalisées, non seulement sur les inscriptions sur un site, mais surtout sur est-ce que derrière l'inscription sur un site, le covoiturage est effectivement réalisé, à quelle fréquence, et quel a été le changement modal depuis le mode avant et le mode après. Donc les plateformes de mise en relation, elles sont assez nombreuses. Elles ont des difficultés à trouver leur modèle économique, et puis elles génèrent globalement assez peu d'appariements, et toutes les enquêtes qu'on a pu réaliser sur le sujet montrent que les appariements liés à une centrale sont relativement faibles. Voilà pour les quelques éléments introductifs. On va maintenant présenter le dispositif de covoiturage spécifique à l'arc jurassien. Oui, donc rebonjour Patrick, et je reprends la main pour vous présenter les modalités concrètes qui ont été déployées dans l'arc jurassien, et vous expliquer d'ailleurs d'abord comment on a travaillé. Donc il y a un triple parti pris qui a été choisi et sur lequel tout le programme d'action a été bâti. Le premier, c'est un ciblage, c'est-à-dire que le problème concernait les déplacements des frontaliers, c'était le problème principal et initial, et donc tout le dispositif a été conçu pour répondre spécifiquement dans un premier temps à cette seule problématique. Pour nuancer un petit peu, si on a l'occasion de rentrer dans les détails, parce que dans les années les plus récentes, on a commencé à travailler de façon plus globale et à ne pas s'intéresser seulement qu'au déplacement des frontaliers, mais pendant les 4-5 premières années, ça a été vraiment la seule préoccupation, et toutes les actions ont été mises au service de cet objectif-là. Le deuxième parti pris, c'est le travail en partenariat. Donc, il y a un partenariat naturel avec toutes les collectivités impliquées, à l'origine et à la destination, hein, que ce soit en France ou en Suisse. Mais je dirais que ça n'a pas été forcément le partenariat le plus décisif. Le partenariat le plus décisif a été celui qui a été monté avec les entreprises elles-mêmes par l'intermédiaire de leurs référents mobilité, qui étaient les interlocuteurs privilégiés du programme. Et aujourd'hui, il y a à peu près 160 entreprises qui adhèrent au dispositif. Ce sont surtout de grosses entreprises de plus de 50 salariés. Et au total, peu ou prou, il y a environ 40 000 personnes qui sont concernées par le dispositif. Et le troisième parti pris qui a guidé les réflexions, c'était de se dire tous les moyens disponibles dont on dispose pour mettre en œuvre le projet, on va les affecter à la mise en œuvre d'actions de communication et d'actions de promotion
essentiellement sur les lieux d'emploi, de façon à toucher les salariés à des moments où ils sont réceptifs, disponibles, parce que c'est leur employeur très souvent qui les guide et qui les incite à écouter ces messages. Donc il y a un petit logo qui avait été dessiné à l'époque à plusieurs c'est meilleur, qui avait l'avantage d'être un petit peu humoristique, un petit peu sympa, et qui continue de nous ouvrir les portes et d'attirer l'attention des salariés, des entreprises adhérentes. Alors ce travail d'animation et de communication, il prend des formes classiques hein, et parfois des formes un peu plus originales. Donc les formes classiques, eh bien, ce sont des stands d'animation qui sont mis en place directement dans l'accueil des entreprises, sur les lieux de restauration ou autres. Ça a été aussi pas mal des animations sur les parkings avec des petits questionnaires ou des petits échanges avec des enquêteurs quand les personnes arrivaient sur le parking le matin. Et puis, en valorisation de pratique, des petits drapeaux ou des petits ballons sur les voitures des personnes qui avaient covoituré. La diapo tarde à venir. Il y a un petit guide aussi du covoitureur qui a été édité et distribué dans les entreprises adhérentes. Bon, bah c'est rien d'exceptionnel, mais ça permet à toutes les personnes potentiellement intéressées de trouver très vite les réponses aux questions qui peuvent se poser sur l'assurance, sur la déclaration d'impôt aux frais réels ou pas, enfin voilà, sur des choses comme ça. Très vite, ils pouvaient trouver des réponses aux questions qui se posaient. Donc, je vais devoir changer de document. Pour la suite, ça charge, voilà. Il y a aussi eu de la communication le long des axes routiers et en particulier au niveau des frontières, puisque c'est là que les personnes sont en situation de congestion et donc elles sont potentiellement les plus réceptives aux messages de covoiturage. Donc il y avait simplement des espèces de kakémonos à certains moments qui ont été mis. Il y a eu aussi des petits panneaux d'affichage avec un petit peu de teasing, donc une première affiche à gauche qui restait une semaine et demie, et puis une seconde affiche à droite qui donnait un petit peu les clés et qui expliquait quel pouvait être l'intérêt du covoiturage pour susciter la curiosité et amener les gens à se faire connaître, à en parler, à aller sur le site internet covoiturage-arthuracien.com. Donc là, c'est un exemple d'affichage, ça a été décliné sous des formes diverses. Un autre élément important de la politique de communication, c'est le challenge covoiturage qui est organisé chaque année au mois de novembre. Donc on est actuellement dans la 7e édition de ce challenge. L'intérêt, c'est que c'est une espèce de marronnier, c'est un coup de projecteur annuel dans les entreprises et puis au-delà aussi, puisqu'il y a chaque année des retombées presse qui permettent de parler du dispositif, y compris auprès de personnes qui font pas partie des entreprises adhérentes. C'est important parce que un des enjeux du covoiturage, c'est que il y a beaucoup de mouvements, il y a des gens qui quittent l'entreprise, il y a des gens qui arrivent dans l'entreprise, il y a des gens qui changent de situation familiale. Et donc, en ayant ce marronnier, ça permet de remettre au moins une fois par an, quand c'est pas plus, eh bien, de rebraquer les projecteurs sur le sujet, de refaire de la communication. Et puis, c'est aussi, et ça c'est important également, une incitation à essayer, et puis une incitation motivant les personnes à constituer des équipages, ce qui est une première étape importante en vue de pérenniser une éventuelle pratique. C'est aussi important de valoriser les covoitureurs. Il faut que les gens y répondent à une sollicitation, y répondent à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux. Eh bien, il faut aussi les conforter dans leur pratique, les valoriser socialement vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'ensemble de la société. Donc le challenge sert à ça.
il y a des lots à gagner, il y a des articles très souvent dans les journaux d'entreprise ou dans la presse sur les personnes qui covoiturent déjà. Donc ça a un impact intéressant. En 2018, il y a 1700 personnes qui s'étaient inscrites à ce challenge et elles faisaient partie de plus d'une centaine d'entreprises. Ce n'est pas un challenge performantiel. Il suffit de participer pour pouvoir gagner. On ne récompense pas celui qui fait le plus de kilomètres ou qui covoiture le plus. C'est juste une invitation à l'essai. On est aussi conscient que les personnes ne peuvent pas forcément covoiturer tous les jours de la semaine, tout le temps. Mais bon, même si elles le font 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, elles contribuent déjà à limiter les impacts de leur déplacement et à limiter la congestion. Autres petits éléments de communication, donc de la communication dans les lieux de restauration, des sets de table, des sachets de sucre, hein, toujours l'idée d'essayer d'attirer la curiosité. Une newsletter qui a été distribuée de façon dématérialisée auprès de tous les gens que ça intéressait. Il y a eu aussi un petit peu de communication multimédia. Il y a un film de 10 minutes qui existe pour présenter le dispositif dans son ensemble. Il y a un spot humoristique qui a été fait il n'y a pas très longtemps, qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Il y en a un second qui est en préparation. Donc voilà, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on essaie de sensibiliser les gens à la pratique. On ne s'est cependant pas limité totalement à cet aspect-là. Il fallait aussi qu'il y ait des aides un petit peu concrètes concernant les aspects de mise en relation. La mise en relation, dans 80% des cas, elle se fait directement sur le lieu de travail et elle a besoin d'aucun outil. En fait, c'est juste le fait d'avoir été sensibilisé que vous allez trouver un covoitureur dans votre entreprise. Alors, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va faire le même trajet que vous de l'origine à la destination, ce n'est pas forcément votre voisin, mais si vous avez 40 km à faire, même si vous avez 10 km à faire tout seul pour vous retrouver sur une aire de covoiturage, ça fait quand même 30 km covoiturés chaque jour. Et à partir du moment où vous allez au même endroit, que vous commencez sans doute à la même heure, et en fait, le problème de la mise en relation n'en est plus vraiment un. On a privilégié aussi le téléphone à tous les autres outils, parce qu'on a considéré que c'était un petit peu plus engageant, que le covoiturage, c'est de l'humain aussi. Vous êtes dans un espace privé, voire intime, que vous partagez avec quelqu'un d'autre. Donc, on a tout de suite mis le covoiturage sous ce prisme-là. Et on a expérimenté pendant tout un temps, ça n'a pas été prolongé, mais le recours à des outils de gestion de la relation client, un petit peu des outils marketing, pour faire aussi en sorte que les gens qui prenaient contact avec la centrale téléphonique, eh bien, on ait les outils pour continuer de s'intéresser à leurs pratiques, pour les relancer régulièrement, pour savoir s'ils avaient des difficultés. Voilà, pour ne pas les perdre dans la nature, ne pas faire en sorte que ce soit simplement un one-shot de quelqu'un qui s'inscrit pour dire, voilà, moi je veux bien covoiturer tel jour, je pars à telle heure, je reviens à telle heure. C'est plus que ça, en fait, c'était essayer de tisser véritablement des liens. Bon, deuxième aspect plus classique, la mise en place d'aires de covoiturage. Donc, il y en a aujourd'hui à peu près 80 sur le territoire, dont une petite partie en Suisse, puisque on s'intéresse plus aux frontaliers. Donc, c'est plutôt des gens qui vont se garer en France pour aller travailler en Suisse. On a aussi contribué à la conception et à la mise à disposition d'un certain nombre d'outils. Donc, j'en cite 2 sur le diaporama. Share2Move, c'est plutôt un outil à destination des covoitureurs eux-mêmes, des équipages, pour les aider en fait à gérer leur trajet, à gérer potentiellement des échanges d'argent, s'il va y avoir des échanges d'argent. Et puis FarePark, c'est plutôt un outil à destination des entreprises qui leur permet d'une part d'évaluer leur potentiel de covoiturage. Il leur suffit d'intégrer dans l'outil l'adresse de leurs salariés et le logiciel leur dit, voilà, compte tenu de cette répartition géographique, vous pouvez viser tel niveau de covoiturage dans votre entreprise, et donc elles peuvent le comparer avec la réalité. Elles peuvent aussi s'en servir pour se fixer des objectifs. Et puis sinon, FarePark les aide aussi à gérer des prestations de mobilité ou des conditions, des droits d'accès au stationnement, par exemple. Il y a aussi eu, dans le cadre du dispositif, un certain nombre d'expérimentations
Donc, j'en cite une qui est une ligne de covoiturage spontanée qui reliait La Chaux-de-Fonds à Morteau, enfin plutôt dans l'autre sens, Morteau, La Chaux-de-Fonds, donc Morteau en origine domicile, et les zones d'activité de La Chaux-de-Fonds en ce qui concerne le bassin d'emploi. Bon, c'est une expérimentation qui n'a pas connu le succès escompté et qui s'est arrêtée là, à la fin du programme Interreg. Et puis, un autre élément intéressant pour savoir où on allait, un petit peu guidé aussi par les prescriptions des programmes Interreg, c'est qu'en fait, on s'est astreint tous les 3 ans à procéder à une évaluation fine des impacts du programme, donc avec des systèmes de comptage, d'enquête auprès des salariés, auprès des référents mobilité, etc., ce qui a permis de savoir régulièrement où on allait, de voir ce qui ne marchait pas et de corriger le tir quand c'était nécessaire. Donc en théorie, je passais la parole maintenant à Maria Mathieu, qui est référente mobilité dans l'une des entreprises adhérentes au dispositif. Mais je vois qu'apparemment, elle ne nous a pas rejoint, donc je vais présenter les quelques diapos qui la concernaient. Elle fait partie d'une entreprise qui s'appelle Solcy Traitement de Surface, donc STS, qui est une entreprise qui emploie 108 personnes réparties sur 4 sites en Suisse, dont le principal dans la commune du Sentier. C'est une entreprise qui travaille et qui intervient dans le domaine du traitement de surface pour l'horlogerie, donc plutôt du personnel ouvrier qualifié, et puis un certain nombre de cadres. Alors cette entreprise s'est engagée dans la promotion du covoiturage pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle souhaitait de façon citoyenne réduire ses impacts sur l'environnement, tant de façon globale, si on raisonne par rapport à ses émissions de dioxyde de carbone par exemple, mais aussi d'un point de vue local, puisque c'est une particularité du tissu économique suisse, c'est que les entreprises sont implantées directement, parfois dans des villages au plus près de la population, avec un mélange entre zones d'habitat et zones d'activité. Donc, elle souhaitait aussi contribuer à réduire l'impact de la circulation liée à son activité. Elle avait aussi l'ambition de préserver la sécurité et la santé de ses collaborateurs, consciente que les gens viennent de relativement loin quand ils sont frontaliers et qu'ils travaillent là. Et donc, elle a tout intérêt pour avoir des salariés les plus frais possibles pour travailler, à faire en sorte qu'ils ne se fatiguent pas le matin déjà sur la route, qu'ils ne se refatiguent pas le soir. Et donc, voilà, en faisant la promotion du covoiturage, elle savait que de temps en temps, certains d'entre eux pouvaient se reposer. Et puis, elle voyait aussi dans le covoiturage l'idée de renforcer la cohésion des équipes. Elle considère que le covoiturage génère des temps d'échange, génère une complicité active entre les salariés et que c'est un élément d'attractivité pour son personnel. Alors, elle a même, dans les actions mises en œuvre, pris des directions qui sont un petit peu de la science-fiction pour nous, Français, puisque, par exemple, la direction a défini des règles très claires, disant seuls les collaborateurs qui ont des horaires de travail particuliers ont le droit de ne pas covoiturer. Les autres ne peuvent accéder au parking de l'entreprise que s'ils covoiturent. Comme ça, au moins, la règle est simple. C'est des règles qui ont été définies et mises en œuvre en partenariat étroit avec la commission du personnel, donc les représentants du personnel, si on était en France, bien expliquées aussi à l'ensemble des collaborateurs, avec quelques souplesses pour les cas un petit peu exceptionnels où quelqu'un a un contretemps et un souci particulier, avec une garantie de retour, puisque l'entreprise met à disposition l'un de ses véhicules si jamais un équipage de covoiturage est momentanément perturbé parce que l'un des deux doit rentrer précipitamment chez lui ou l'autre doit rester travailler plus tard le soir. Donc, il y a aussi des adaptations, de même que globalement,
même si on est souvent sur des fonctionnements assez stricts en Suisse, bon, bah, la direction valide les conséquences de son choix d'encourager le covoiturage et donc a des tolérances sur les heures d'arrivée et de départ de ses salariés. Les résultats, ben en fait, alors on a les chiffres uniquement sur le site principal qui représente à peu près les 2/3 de l'effectif. Donc il y a 67 collaborateurs. On est sur un taux de covoiturage de 46%, donc qui est quand même très élevé, avec 14 équipages actifs. Et sans doute que ce chiffre serait plus élevé que ça si sur ce site on n'avait que des gens en production. Bon, il se trouve que là, c'est le siège social, donc il y a aussi des membres de la direction, donc des gens qui ont des horaires sans doute un peu bizarres avec des contraintes particulières qui ne leur permettent pas de covoiturer. Donc, mais même dans ce contexte-là, on arrive à un taux de covoiturage de près de 50% qui, évidemment, peut faire rêver. Donc, on passe maintenant aux principaux résultats du dispositif dans son ensemble. Et je repasse la parole à Nicolas, qui va vous présenter les résultats des dernières évaluations. Oui, comme l'expliquait Patrick, on a donc mené des évaluations aux différentes étapes du programme et globalement, on a doublé la part du covoiturage. On était à peu près à entre 10 et 11% de taux de covoiturage au démarrage du programme et aujourd'hui, on est à 22%. Alors, ces résultats, 22%, c'est des résultats importants à comparer aux 4% de covoiturage moyen en France. Donc, en fait, vous avez des résultats que vous voyez en fait sur le graphe très différents entre la Suisse et la France pour plusieurs raisons. Donc le résultat de la Suisse, c'est à peu près 12% de covoiturage, du fait qu'on a beaucoup plus de personnes qui habitent à proximité et qui donc viennent à pied, à vélo ou utilisent les transports publics. Sur les frontaliers, donc les gens qui habitent en France, on arrive à un taux de covoiturage qui est de 29%. Pour 8% seulement de transports en commun, puisqu'en fait on a une offre qui est relativement faible. On a des résultats qui sont assez différents selon les domaines d'activité. Le domaine d'activité le plus favorable, c'est clairement l'industrie. Et c'est vraiment sur les personnels ouvriers qui sont en 2-8, 3-8 que les résultats sont vraiment les plus importants. Alors, on va peut-être remettre la diapo, Patrick. Alors, si on avance sur la diapo suivante, on n'a plus les diapos. Non, ça revient. Voilà, ça revient. Voilà, donc des différences assez importantes entre le domaine industriel, sur lesquels on obtient les meilleurs résultats. C'est des horaires qui sont souvent des horaires décalés, mais des horaires qui sont fixes. Et ça, c'est un point important. Par contre, on a des taux de covoiturage beaucoup plus faibles, notamment dans le secteur sanitaire et social, dans les hôpitaux par exemple. Où les horaires sont beaucoup plus compliqués parce qu'on peut avoir en fait des temps à adapter sur la fin des périodes de travail qui peuvent aller de plus ou moins 20 minutes et qui rendent beaucoup plus difficile le covoiturage. Alors sur les personnels, curieusement, en fait, on a une répartition très homogène. On n'a pas de grosse différence entre les hommes et les femmes, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus de différences. Et on n'a également pas de gros écarts sur les classes d'âge. On a même un covoiturage un petit peu plus élevé sur les personnes un peu plus âgées et un petit peu plus faible pour les jeunes, qui s'explique surtout par le fait que les jeunes qui arrivent ont moins de réseaux sociaux au sein de l'entreprise et donc ont peut-être un petit peu plus de difficultés à trouver un covoitureur de manière par le bouche à oreille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 85% des covoitureurs actuels sont des anciens autosolistes, c'est-à-dire que c'est très peu un passage des transports en commun vers la voiture vers le covoiturage. Alors, sur les distances domicile-travail, en fait, on s'aperçoit que le covoiturage ne se développe vraiment qu'au-delà de 20 km. En dessous de 20 km, le taux de covoiturage reste faible parce que la contrainte de la mise en relation n'est pas suffisamment compensée par la contrainte à la fois financière
et de fatigue du covoiturage. La moyenne d'un covoitureur, c'est en gros 32 km pour les gens qui covoiturent. La part modale du covoiturage, elle n'est que de 7% pour les trajets courts. Par contre, elle atteint plus de 30% pour les trajets longs. Donc 30% sur les trajets longs, ça veut dire qu'en fait, l'impact du covoiturage sur les émissions de gaz à effet de serre est vraiment importante. Alors sur la mise en relation, on l'a déjà développé tout à l'heure, mais 80% des covoitureurs covoiturent avec des collègues. Il n'y a que 20% des gens qui covoiturent donc avec des membres de leur famille, avec des amis, avec des voisins, et l'usage d'une plateforme reste très faible, elle reste de l'ordre de moins de 5%. Le type d'organisation, c'est essentiellement des alternances, c'est-à-dire des gens qui sont covoitureurs un jour, covoiturés l'autre jour, c'est-à-dire qui sont à la fois conducteurs et passagers, et sur l'ensemble, 45% se retrouvent sur un parking. Ça veut dire que pour 100 covoitureurs, on a besoin à peu près de 20 places de stationnement, entre 20 et 25 places de stationnement dédiées au covoiturage. Alors, combien a-t-on gagné de covoiturage? Alors, on a gagné des covoitureurs parce que le programme s'est progressivement étendu à des personnes nouvelles, puisqu'on a eu d'abord autour de 15 000 entreprises, 15 000 salariés des entreprises participantes. On est aujourd'hui à 35 000 salariés dans les entreprises participantes et le nombre de covoitureurs est passé, enfin le nombre de nouveaux covoitureurs acquis dans la première opération a été d'à peu près 1000 nouveaux covoitureurs et à la fin de 2018, on a acquis sur l'ensemble de l'opération à peu près 3500 nouveaux covoitureurs. C'est-à-dire qu'on a vraiment doublé la part du covoiturage en passant d'un peu plus de 10 à un peu plus de 20% de covoitureurs. Alors, quel est le coût de l'ensemble de l'opération? L'ensemble de l'opération, c'est un coût qui est un peu plus d'un peu plus d'1 million d'euros. C'est-à-dire que c'est pas une petite opération, c'est pas des bouts de chandelle qu'il faut mettre pour faire une véritable opération de covoiturage. Alors, on a analysé quels étaient les coûts sur l'ensemble des coûts de la période, et on s'aperçoit qu'en fait, l'essentiel du coût, c'est le coût d'acquisition d'un nouveau covoitureur. C'est vraiment ça la question importante. C'est d'abord de toucher des nouvelles entreprises et donc de convaincre des nouvelles entreprises de s'engager dans la démarche. Et ça a été le plus long. Et au final, un nouveau covoitureur nous coûte 350 €. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le maintien d'un covoitureur dans la dynamique, c'est un coût global qui est relativement faible, qui est de l'ordre de 20 à 25 € par an. Donc, le covoiturage, c'est un coût, mais c'est un coût qui est essentiellement un investissement. Et si on le compare par rapport au coût que les entreprises auraient dû dépenser pour mettre en place une ligne de car ou de bus, globalement, c'est 3 000 € par siège, par abonné et par an. Donc une entreprise qui veut mettre en place un programme de transport en commun, c'est à peu près 3 000 € par an. Avec la difficulté que rappelait Edouard Pro en début, c'est que quand on additionne les problèmes de dispersion à l'origine, de dispersion à la destination dans les entreprises de Suisse, et puis une dispersion horaire sur l'ensemble de la période d'arrivée et de départ, et bien finalement, alors même qu'on pensait avoir un potentiel suffisant pour mettre en place des lignes de car, et bien elles ont très peu fonctionné pour celles qui ont mis en place ces lignes. Donc au final, on s'aperçoit que le covoiturage, c'est d'abord un coût d'investissement, peu de coûts de fonctionnement, et c'est à peu près l'inverse du transport en commun qui demande beaucoup de coûts de fonctionnement, mais finalement des coûts d'investissement assez limités. Alors le bilan global, c'est un bilan pour chacun des covoitureurs de 6 500 km économisés par an et d'un coût sur le coût marginal de l'ordre de 2 300 € ou 2 600 francs suisses d'économie annuelle. En termes environnementaux, c'est à peu près un peu plus d'1 tonne de CO2 économisé pour chacun des covoitureurs. Alors, si notre programme a coûté 1 million d'euros, il a permis d'éviter 16 millions d'euros de dépenses de transport des salariés. 16 millions d'euros en carburant, en réparation du véhicule, en pneus et en amortissement du véhicule. Donc on est sur un rapport coût-efficacité qui est quand même très bon. 1 million d'euros investis pour 16 millions d'euros de retour. Et les dépenses engagées annuellement en faveur du covoiturage ne suffiraient pas à financer une seule ligne de transport collectif relativement performante avec des fréquences. Donc c'est vraiment une opération
qui demande des investissements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre des bouts de chandelle si on se lance dans une opération de covoitureur, parce que c'est vraiment un travail important, à la fois d'animation, de communication, de rencontre avec les chefs d'entreprise et les salariés. Mais au final, c'est une rentabilité qui est importante, puisque l'argent qui n'est pas dépensé en dépenses de transport, c'est de l'argent qui est disponible pour investir sur le territoire. Voilà, donc Patrick, peut-être la suite, ou Édouard, la suite à partir de 2019. Non, c'est donc Patrick qui reprend la main sur cette dernière slide. Vous avez vu que le dispositif, pendant ces premières années, a bénéficié d'un soutien Interreg relativement conséquent. Et donc la question s'est posée dans les dernières années de savoir comment le dispositif allait pouvoir se poursuivre avec la fin de ces aides-là. Donc les aides se sont terminées au mois de mars de cette année. La question a bien entendu été anticipée. Et le point positif, c'est qu'une très large majorité des partenaires a souhaité la reconduction du dispositif pour les 3 prochaines années au moins, puisque les résultats, on vient de le voir, qui ont été obtenus étaient plus qu'encourageants, mais aussi du fait que le potentiel mobilisable reste fort, puisque toutes les entreprises n'adhèrent pas au dispositif, il en reste encore beaucoup, et même parmi celles qui adhèrent, toutes n'atteignent pas des taux de covoiturage extrêmement importants. Donc, par rapport à la carte qui vous a été montrée au début, en fait, on n'a perdu que 2 partenaires français, les 2 partenaires qui étaient les plus au nord dans les secteurs de Montbéliard et du territoire de Belfort. Et donc, tous les autres continuent sur 2019, 2020, 2021 et sans doute aussi 2022. Le budget a été revu en moyenne sur les années Interreg. On était plutôt autour de 400 000 € par an. Donc là, il est en gros réduit de moitié, autour de 200 000 €. Donc ça nous a obligés à réajuster quand même un tout petit peu le programme d'action, mais tout en restant fidèle aux orientations, aux principes initiaux et tous les outils qui ont été mis en place au lancement restent. Alors, ce qui se passe, qui explique qu'on peut s'en sortir avec 200 000 quand il y avait 400 000, c'est qu'il y a un certain nombre d'opérations expérimentales qui n'ont pas été prolongées. Je parlais par exemple de la ligne de covoiturage spontané. Bon, elle coûtait relativement cher. Bon, elle n'a pas trouvé son public. Elle s'est arrêtée. Elle ne nécessite plus de financement. Il y avait aussi tout un certain nombre de documents de communication ou autres qui maintenant sont prêts. On ne doit pas réinvestir dessus tout de suite. Donc là, on est plus sur du fonctionnement et ça coûte moins cher. Et puis, voilà, il y a des gains de productivité, d'efficacité à faire. C'est aussi l'enjeu de ces prochaines années de maintenir un même niveau de résultat avec des moyens un petit peu plus faibles. Les principaux enjeux sur la période qui s'ouvre, c'est d'abord de maintenir la dynamique et la motivation de l'ensemble des acteurs impliqués, que ce soit les collectivités et que ce soit les entreprises, et notamment des référents mobilité des entreprises, parce que c'est vrai qu'ils ont un travail parfois un petit peu ingrat qui nécessite de l'énergie. Ce n'est pas toujours une priorité dans les entreprises de s'occuper du covoiturage. Ce ne sont jamais des gens, bien évidemment, dont c'est la seule fonction. Ils ont d'autres choses à faire. Donc, il faut remettre un petit peu, redémarrer un petit peu les choses régulièrement, refaire les mêmes discours avec les nouveaux arrivants, etc. Ça prend un petit peu de temps. Et donc, il faut réussir à les garder motivés, ce qu'on essaye de faire, notamment en les réunissant régulièrement, en les alimentant avec des bonnes pratiques de ce qui se fait par ailleurs pour maintenir cette motivation. Il faut aussi qu'on fasse attention à rester créatif pour rester audible, pour rester persuasif vis-à-vis des salariés des entreprises et en particulier dans les secteurs sensibles, type hôpitaux ou métiers de la santé,
sur lesquels, pour l'instant, c'est plus difficile de parvenir à de bons résultats. Mais c'est vrai que le risque, toujours, quand on gère de la communication, c'est de s'installer dans un certain confort, de réutiliser un petit peu trop longtemps les mêmes slogans, les mêmes outils. Et si on s'inscrit trop dans cette sécurité-là, eh bien, à un moment, les gens ne lisent plus les messages, ils ne les interpellent plus et on ne parvient plus à obtenir des résultats aussi bons. Et donc, dernier point, c'est qu'il va falloir confirmer sur cette période-ci que les résultats seront toujours au rendez-vous, que le taux de transformation modale reste bon. Et il va falloir, si possible, réussir à pérenniser véritablement le dispositif et pas forcément toujours basculer de période de 3 ans en période de 3 ans, parce que du coup, c'est un exercice qui est toujours un petit peu compliqué, un petit peu chronophage et qui ne permet pas d'avoir une visibilité véritablement de long terme. Et donc, parmi les actions qui sont envisagées, au moins par certains partenaires suisses, il y a l'idée de faire participer financièrement les entreprises au dispositif, puisque pour l'instant, elles adhèrent gratuitement et on considère que ce qu'elles font, que leur contribution au dispositif, eh ben, c'est de laisser l'accès de nous laisser l'accès à leurs salariés, de nous laisser la possibilité d'intervenir dans les entreprises, sur les parkings, sur les lieux de restauration, parfois dans les réunions d'équipe ou dans les réunions de service. Et puis, on l'a vu aussi dans l'exemple de STS tout à l'heure, c'est parfois par des actions complémentaires ambitieuses qu'elles donnent aussi une dimension supplémentaire au dispositif, parce que quand vous avez une direction qui met vraiment le covoiturage comme le mode de déplacement prioritaire, ben c'est sûr que ça démultiplie les efforts du dispositif pris dans son ensemble. Donc voilà, on en a fini avec la présentation générale du dispositif covoiturage dans l'arc jurassien et puis des résultats qui sont obtenus. Donc, on m'a fait passer un certain nombre de questions que je vais reformuler pour que vous les entendiez tous et puis qu'on essaie d'y apporter des réponses. Donc, on a une première question de Simon qui nous demande si les enfants mineurs passagers sont compris, pardon, ça a sauté, dans les calculs de covoiturage et dans les moyennes. Donc non, ils ne sont pas pris en compte. En général, les estimations de covoiturage qui sont faites plutôt à l'arrivée dans les entreprises et donc on ne tient pas compte des mineurs. Autre question de Georges. Vos actions ne concernent que des automobilistes. Pourquoi ne pas impliquer d'autres mobinautes? En fait, l'enjeu initial, c'était vraiment de réduire l'autosolisme, en particulier l'autosolisme des frontaliers. Donc, ça a été vraiment le ciblage initial. Et pour l'instant, on s'en est tenu là, en grande partie. Vous voyez d'ailleurs tout à l'heure que quand on comparait les résultats obtenus en France par des frontaliers et les résultats obtenus dans les entreprises adhérentes par les Suisses, forcément, le report modal vers le covoiturage est beaucoup plus faible puisque les distances à parcourir sont moins importantes et qu'il y a une offre alternative en transport collectif, à vélo, potentiellement à pied, qui existe. Et donc, l'idée, c'est pas forcément de générer des transferts modaux depuis ces modes-là vers le covoiturage. L'objectif principal, c'est vraiment de générer du transfert modal depuis la voiture individuelle vers le covoiturage. Question de Blandine. Quel lien possible avec les demandeurs d'emploi? Donc, je ne sais pas si Nicolas ou Édouard veulent m'aider à répondre à cette question. A priori, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas vraiment d'action particulière en direction des demandeurs d'emploi, puisque la configuration même du dispositif fait qu'on facilite surtout le covoiturage vers
vers des entreprises, donc vers potentiellement des gens qui sont déjà en emploi. Après, ce qui peut exister par l'intermédiaire de la centrale téléphonique, c'est que si quelqu'un est en recherche d'emploi, veut se déplacer dans le cadre d'un entretien pour un déplacement ponctuel dans un premier temps, puis éventuellement pour un stage ou une formation, eh bien, on peut mobiliser le réseau, on peut mobiliser la centrale pour essayer de lui trouver un covoitureur régulier. Question de Juliette. Peut-on dupliquer le modèle arc-jurassien dans un environnement encore plus rural et avec moins de grosses entreprises? Je ne sais pas. Nicolas, tu veux répondre à cette question? Nicolas? Bon, apparemment, vas-y. Oui, on t'entend. Oui. De fort qui se pose aborder sur la question, la taille des entreprises. On a pu l'observer à travers ce programme. Plus facile de toucher des groupes au côté France qui fort à développer la pratique du faire parce qu'elles ont également des politiques de mobilité au niveau difficile en effet de toutes les entreprises et mobiliser des entreprises de paix s'engagent. Et en effet, il faut qu'on rentre plus dans la... signifie souvent que ça aussi un peu également à réfléchir en inter-entreprise pour que les volumes ne sont pas les mêmes que ceux des grosses. Donc, je peux peut-être compléter un tout petit peu la réponse. C'est vrai que la situation particulière des entreprises suisses et des contraintes qu'elles ont elles-mêmes à gérer dans un contexte de croissance économique a aidé le dispositif à obtenir ces résultats-là. Parce que, je le disais en introduction, en Suisse, vous ne pouvez pas construire des parkings aussi larges que vous voulez. Vous avez des contraintes fortes, vous ne pouvez pas vous étendre forcément très facilement. Et donc, quand les entreprises se retrouvent en situation où les commandes affluent, où elles envisagent d'agrandir un atelier, par exemple, eh ben, elles n'ont pas vraiment le choix. S'il y a encore de la surface disponible, c'est souvent de la surface de parking. Et c'est sur cette surface-là qu'elles vont devoir taper pour libérer de la surface productive. Donc, à partir de ce moment-là, le stationnement pour elles n'est pas du tout une manne ouverte. Quand on se promène sur le territoire, y compris dans des secteurs extrêmement ruraux, par exemple autour du lac de Joux, vous avez des parkings en ouvrage dans des PME. Parce que, donc, du coup, quand l'entreprise a ce choix-là à faire de construire un parking en ouvrage pour pouvoir accueillir l'ensemble de ses salariés ou s'engager dans un programme de covoiturage pour essayer de faire en sorte que 10-15% de personnes supplémentaires viennent en covoiturage, ben c'est sûr qu'elle a des moyens un petit peu plus importants à mettre compte tenu des coûts que généraient des travaux lourds. Et ce contexte-là, on l'a dans assez peu de contextes autres qu'en Suisse. Donc c'est vrai que ça joue. Par contre, l'élément qui est, je pense, reproductible, parce qu'il n'y a pas que dans l'arc jurassien
qu'on a pu l'observer, c'est le fait que quand vous organisez une communication significative dans les entreprises pour promouvoir le covoiturage, et ben dans à peu près tous les milieux, vous êtes en capacité d'augmenter sensiblement et dans un délai relativement court la part modale du covoiturage. Il y a déjà des expériences comme celle-là qui ont eu lieu dans des zones d'activité dans l'Ain, dans les zones d'activité périurbaines autour de Lyon. Et à chaque fois, ça a fonctionné. Nicolas, je vois que tu as récupéré potentiellement la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, oui. Oui, vous m'entendez. Alors, en fait, on a fait une opération un peu de ce style 10 ans avant sur la plaine de l'Ain, dans l'Ain, c'est ce que tu évoquais, Patrick, où on était aussi sur un contexte industriel avec des entreprises peut-être un petit peu plus petites. On avait des entreprises assez grandes et d'autres moyennes. Et c'est vraiment le travail, c'est pareil, c'est vraiment le travail d'animation qui a permis de payer dans un contexte d'entreprise industrielle et dans un contexte de milieu rural avec très peu d'offres alternatives de transport en commun. Donc oui, je pense que c'est vraiment duplicable sur d'autres contextes. Il y a des contextes vraiment plus difficiles qui sont les activités sanitaires et sociales, où du fait de l'activité, c'est plus compliqué. Donc je reprends la main. Donc une question de Céline. Vous indiquez que les entreprises actuellement ne participent pas financièrement au dispositif. Leur demandez-vous une autre forme d'engagement, comme des places réservées en lien avec les services du personnel, adapter les horaires, donner des avantages aux covoitureurs? Donc, la réponse à cette question, c'est qu'on ne leur impose pas de mettre en place ces mesures. Elles peuvent rentrer dans le dispositif sans les mettre en œuvre, mais bien évidemment, on va tenter de les convaincre de s'engager dans cette voie-là. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Alors, question de Simon. Les collectivités territoriales de votre territoire sont-elles inscrites dans le processus, notamment au travers de leurs salariés? Eh bien, finalement, assez peu. Alors, les structures qui sont partenaires du dispositif ne sont pas forcément de très grosses structures. On travaille beaucoup avec. Alors, il y a à l'échelle de la France, je ne sais pas comment on pourrait. Peut-être des communautés de communes, parfois de petites agglos. Donc, certaines sont impliquées dans le dispositif, mais elles ne font peut-être pas partie des meilleurs élèves en fait en la matière. Donc, je le retiens peut-être comme un axe de progrès potentiel. Question de Laetitia, les entreprises financent-elles leur participation au programme? Eh bien non, comme je disais tout à l'heure, elles ne le financent pas pour l'instant, mais c'est une discussion au sein du comité de pilotage et c'est une volonté politique d'un certain nombre de partenaires qui aimeraient bien que les entreprises participent financièrement. On s'est posé la question de le faire dans la phase pérennisée, là, depuis le mois de mars. Donc, on a pesé le pour et le contre. On a eu peur à un moment que, en les faisant payer, on perde et on casse un petit peu la dynamique. Et donc, le choix qui a été fait pour l'instant, ça a été de ne pas les faire payer, mais la réflexion est toujours ouverte et il n'est pas exclu que ça change dans les mois ou dans les années qui viennent. J'ai l'impression que mes collègues veulent compléter ma réponse. Oui, pour ajouter, en fait, les entreprises, elles payent de toute façon. Elles payent dans la mesure où elles mettent à disposition aussi du temps des pilotes de l'opération au sein de l'entreprise. Et puis, dans l'organisation des animations, en fait, elles mettent du personnel à disposition. Certaines libèrent du personnel. Elles participent aussi dans la mesure où certaines mettent à disposition des véhicules de service
en cas de retour, en garantie de retour. Donc il y a quand même une forme de participation financière de l'entreprise, même si ce n'est pas directement sur le programme. Donc, je poursuis avec une question de Guillaume. Avez-vous étudié l'intermodalité, notamment avec le vélo ou le vélo assistance électrique, pour l'arrivée au point de départ du covoiturage? En fait, quand on contribue à la mise en place d'aires de covoiturage, les premiers critères, les critères décisifs, sont plutôt le positionnement général de l'aire, le fait qu'elle soit très proche des axes de circulation, éventuellement des carrefours, des nœuds routiers, pour qu'elles soient les plus visibles et les plus pratiques possibles. Donc à chaque fois, on regarde, parce que c'est effectivement un plus, si elles peuvent être accessibles, notamment par le vélo. Si c'est possible, on incite les collectivités à les relier. Mais pour être franc avec vous, ce n'est pas forcément une priorité absolue. On privilégie en fait la pertinence de l'emplacement à son accessibilité à vélo. Parce que les enquêtes aussi nous montrent, alors on peut considérer que c'est l'œuf et la poule, hein, mais qu'aujourd'hui, les gens qui se retrouvent sur une aire de covoiturage, dans 90-95% des cas, voire un peu plus souvent d'ailleurs, sont des gens qui sont venus en voiture de façon motorisée, soit qui sont venus tout seuls avec leur voiture et qui vont la laisser stationner toute la journée sur l'aire de covoiturage, soit éventuellement qu'ils ont été déposés par leur conjoint, par exemple, et qui vont continuer le trajet avec un autre covoitureur ou un équipage de covoiturage. Mais les cas de figure d'organisation vélo plus covoiturage sont relativement rares. Je balaye les questions. Alors, une question de Clément, que je salue, je crois reconnaître. Selon vous, est-ce que le modèle arc jurassien serait duplicable dans des secteurs plus urbains, notamment en lien avec le développement d'infrastructures de covoiturage? Et il cite l'exemple de Tonex-Ballard. On dirait que Nicolas veut répondre à cette question. Je lui passe la parole. Nicolas? Je pense que c'est moins le secteur de destination qui est le problème. Nicolas, on n'a pas entendu le début de ta réponse. Oui, je pense que c'est moins le secteur de destination qui est le problème, c'est-à-dire le fait que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Alors c'est vrai qu'en milieu urbain, on va avoir une offre de transport en commun qui va sans doute être plus importante et qui donc permet déjà un certain nombre d'alternatives. Ceci dit, ce qui fixe à mon avis l'intérêt principal du covoiturage et le fait que ça fonctionne, c'est d'une part la typologie et la taille de l'entreprise, c'est-à-dire que ça marche bien dans les entreprises industrielles et dans les entreprises donc à horaires relativement fixes. Ça marche aussi parce que on a des distances longues. Et donc, dès qu'on a des distances longues, c'est vrai que le covoiturage peut se développer. Donc, c'est moins le contexte de l'entreprise elle-même
dans sa situation géographique que dans son type d'activité et dans sa taille. Sa taille, pourquoi? Parce que plus l'entreprise est grande, plus on a de chances de trouver un covoitureur avec un seuil qui est sans doute un seuil de 50 salariés. C'est-à-dire qu'à 50 salariés, on trouve un covoitureur si on cherche au sein de l'entreprise. Donc c'est moins la localisation géographique que la taille et l'activité de l'entreprise qui, à mon avis, est le déterminant de la réussite du covoiturage. Donc j'ai une question de Blandine. Le problème du dernier kilomètre qui fait que même quand il y a un transport en commun à proximité, certains ne le prennent pas à cause de ce dernier kilomètre, surtout en cas de problème météo. Le covoiturage a-t-il attiré certaines personnes confrontées à ce problème? A-t-il été évalué? Nicolas, je vois que tu redemandes la parole. Alors, on l'a évalué peut-être moins dans le covoiturage dans l'arc jurassien que sur la plaine de l'Ain. Et en fait, le fait d'avoir des destinations différentes au sein d'une zone d'activité assez grande, hein, la plaine de l'Ain, c'est une zone d'activité assez grande, rendait extrêmement difficile la desserte finale de la zone. C'est-à-dire qu'on arrivait à... On a trois contraintes en fait. La contrainte de la dispersion origine, la contrainte de la dispersion à l'arrivée et la dispersion horaire. Quand on réduit en fait une des dispersions, on arrive à avoir beaucoup plus de monde. Sauf que cette dispersion à la destination au sein de l'entreprise, elle rend très difficile la desserte de transport en commun et donc est vraiment un élément rédhibitoire. C'est-à-dire que dès qu'on ajoute ce problème du dernier kilomètre comme une contrainte forte, c'est-à-dire qu'on n'a pas un arrêt de transport en commun à moins de 300 mètres, eh bien on perd énormément de capacité de mettre les gens en relation au sein d'un bus. Et c'est pour ça que le covoiturage est intéressant, c'est que même avec une dispersion à l'origine, une dispersion à la destination et une dispersion horaire, on arrive à rassembler suffisamment de monde au sein du covoiturage. Et c'est pour ça que dans ce type de zone d'activité, on arrive à capter en covoiturage ce qu'on arrive beaucoup plus difficilement à capter en transport en commun à cause de cette question des derniers kilomètres. Oui, ça justifie a posteriori le choix stratégique qui a été fait. C'est vrai qu'on finalement on a ciblé le plus facile, mais même dans le plus facile, il y a un potentiel de croissance du covoiturage qui est très très important. Donc c'est vrai qu'en travaillant à destination, on simplifiait déjà un certain nombre de choses, dont la question du dernier kilomètre. Et après, c'est souvent plus facile pour les personnes, d'autant plus que dans ce territoire-là, la grande majorité d'entre elles sont motorisées, de s'organiser pour les premiers kilomètres, pour aller jusqu'à un parking où ils vont pouvoir se retrouver. Éventuellement, si l'un des deux est carrément sur le chemin de l'autre, eh bien, pour aller le récupérer chez lui. Et puis sinon, d'utiliser une aire de covoiturage qui, de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, n'est à proximité d'aucun des deux, mais elle peut être plus loin. Donc effectivement, avec ces partis pris-là, on ne permet pas tous les covoiturages. C'est plus difficile dans les petites entreprises, même si on essaie de pallier ce handicap grâce à la centrale téléphonique, grâce au réseau de référents mobilité qui peuvent de temps en temps être sollicités, y compris pour des demandes venant de quelqu'un qui ne travaille pas dans une entreprise adhérente. On essaie de trouver des solutions, mais c'est vrai qu'il y a des cas de figure un petit peu compliqués sur lesquels le dispositif ne joue pas. Alors, dans la présentation que je faisais des actions, pendant tout un temps, on a cherché à tenir à jour une base de données d'offres et de demandes de covoiturage. Et en fait, on s'est aperçu que c'était extrêmement chronophage, que ça coûtait au dispositif une fortune, parce que l'idée qu'on voulait, c'était que cette base de données soit une base de données de personnes vraiment mobilisables. Donc ça veut dire que dans les milliers de personnes qui étaient inscrites, il fallait toutes les années faire le travail de les rappeler, de vérifier qu'elles étaient toujours intéressées pour faire du covoiturage, de vérifier qu'elles n'avaient pas changé d'entreprise, etc., ce qui d'ailleurs était souvent le cas. Et donc il y avait tout un travail qui a été fait pour essayer de faire remonter cette offre et cette demande, de l'entrée dans une base de données, de la tenir à jour, pour finalement un nombre de sollicitations qui était assez faible.
parce que le covoiturage, très souvent, ne s'organisait pas de cette manière-là. Il s'organisait vraiment dans des relations de proximité. On disait tout à l'heure que 80% du covoiturage se faisait avec des collègues. Dans les 20% qui restent, c'est aussi beaucoup de la famille, des voisins, des amis. Et les dernières enquêtes montraient aussi que les gens qui se retrouvaient via des plateformes de mise en relation, type, enfin, toutes celles qu'on connaît, hein, ou des plateformes statiques qui existent en Suisse, ou des plateformes statiques qui existent en France, ça représentait 1 à 2% du covoiturage domicile-travail dans l'arc jurassien. C'était vraiment extrêmement marginal. Alors, est-ce qu'on peut encore prendre une dernière question? Alors, question de Philippe, est-ce qu'on a le bilan d'autres opérations sur des bassins d'emploi plus urbains en France? Nicolas, qui est en pleine forme, demande la parole. Je la lui passe. Attends un petit peu avant de parler parce qu'il y a un temps de latence apparemment. Nicolas? Vous m'entendez? Là, on t'entend, vas-y. Oui. On a fait des opérations d'analyse et d'évaluation sur des déplacements d'entreprise et notamment des plans de déplacement inter-entreprise. Donc ça répond aussi à la question de Blandine sur le covoiturage inter-entreprise. Ça a été, et notamment en milieu urbain, ça a été beaucoup plus difficile. En fait, je pense notamment à l'Est lyonnais sur lesquels on avait travaillé sur le développement du covoiturage. Et on a pas mal buté sur une offre de stationnement qui était trop importante. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le problème est rarement la mise en relation. La mise en relation, elle finit par se faire un peu naturellement à la cantine, au sein de l'entreprise ou en inter-entreprise. Le problème, c'est la contrainte. Il faut qu'on ait une contrainte, notamment de stationnement. Et je pense qu'une des grosses parties de l'explication de la réussite dans l'arc jurassien, ça a été les contraintes de stationnement dans les entreprises suisses, qui sont des contraintes fortes, ou alors des contraintes financières de personnes qui ont des salaires qui sont pas des gros salaires. Ça, c'était surtout le cas de la Plaine de l'Ain. Cette contrainte est un élément suffisant pour déclencher le covoiturage. Après, dans des entreprises où on a plus de cadres, où les horaires sont plus dispersés, et c'était le cas de ces entreprises plutôt urbaines, ça a été plus compliqué. Mais par contre, je pense notamment dans le secteur hospitalier, une bonne contrainte de stationnement avec une possibilité de reconnaître le covoiturage de manière vidéo ou de manière informatique avec le Bluetooth du téléphone, ça peut être des solutions qui permettent de développer en secteur urbain. Merci Nicolas. Donc on arrive au bout du temps. Je vais prendre une dernière question qui était celle de Simon, qui nous demandait à ce qu'on représente en fait les métiers et les structures des intervenants. Donc Édouard Pro, qui a parlé au début de la présentation, est le directeur adjoint du parc naturel régional du Jura, basé à l'Ajoux. Donc, vous trouverez facilement ses coordonnées sur le site internet du parc. Donc, le parc national du Haut-Jura est le promoteur, le responsable du projet pour la partie française. Et donc, il fédère les différentes collectivités françaises qui adhèrent et qui cofinancent le programme. Il a donc un interlocuteur côté suisse qui s'appelle arcjurassien.ch, qui fédère les activités et l'ensemble des partenaires suisses qui adhèrent au dispositif. Et l'ensemble de ces partenaires se réunit en gros 3 à 4 fois par an au sein d'un comité de pilotage qui prend toutes les décisions qui doivent être prises pour faire vivre le projet. Et puis Nicolas Merca et moi, Patrick Such, sommes l'un et l'autre consultants au sein du bureau d'études Indigo. On intervient sur différentes questions en lien avec les transports et la mobilité en général, encore plus la mobilité durable. Et donc, par rapport à ce dispositif-là,
On a depuis le début une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on n'est pas la cheville ouvrière sur le terrain du dispositif, puisque c'est le bureau suisse Mobilidé basé à Genève qui se charge de toute la partie animation et communication dans les entreprises, animation du réseau de référents, etc. Donc voilà les différents intervenants et on aurait dû être rejoint par Maria Mathieu, qui est l'une de ces référentes mobilité au sein d'une entreprise adhérente au programme. Donc voilà, j'espère que cette conférence vous a intéressé. N'hésitez pas à prolonger ces discussions en nous interpellant si vous voulez des précisions complémentaires. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le diaporama par l'intermédiaire de Webikeo. N'hésitez pas à le faire. Je crois que vous serez aussi sollicité pour donner votre avis, pour noter la conférence et puis aussi pour répondre à un questionnaire qui sera diffusé, une enquête qui sera diffusée par mail. Et je pense que l'organisateur de toute la manifestation est en attente de vos feedbacks pour préparer la deuxième édition du sommet virtuel du climat. Donc, je ne sais pas si les conditions d'écoute ont été satisfaisantes. J'espère que oui. En tout cas, je vous remercie de votre attention à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.